Pour les droits et le devoir des enfants, voici Pour demain les enfants. Enfants, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Les pratiques traditionnelles néfastes à la jeune fille, exemple de l'excision. Le sujet nous intéresse ce matin et nous faisons le tour d'horizon avec nos invités en studio ce matin. Madame Juliette Amgadi est la présidente des clubs filles du Togo et juriste. Bonjour Madame Juliette. Bonjour Monsieur Niquez, bonjour à nos auditeurs. Et merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et Monsieur Raymond Aligino, il est sociologue chargé de programme à la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance. Bonjour Monsieur Raymond Aligino. Bonjour Monsieur Niquez Topa. Et merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour la considération aussi. Merci de nous rejoindre, vous auditeurs, dans cette émission Pour demain les enfants sur Radio Lomé, mise en onde par Agandi Malaké. Je suis Niquez Topa pour vous servir. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. On va faire honneur aux femmes. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'excision, une pratique traditionnelle néfaste à la jeune fille? Juliette. Merci beaucoup Monsieur Niquez pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de ce phénomène néfaste pour la jeune fille et pour sa communauté. L'excision, ou encore appelée mutilation génitale féminine, désigne une pratique qui consiste à enlever tout ou une partie des organes génitaux externes féminins, principalement le clitoris ou les lèvres vaginales. Selon le Code de l'enfant togolais, en son article 360, qui le définit comme « Toutes les formes de mutilation génitale féminine sont interdites. Toute ablation partielle ou totale des organes génitaux externes des fillettes âgées de moins de 18 ans ou toute autre opération concernant ces organes sont punis conformément à la loi relative aux mutilations génitales féminines. » Donc, on comprend ainsi par cet article que, au-delà de ce qu'on peut concevoir sociologiquement, que l'excision n'est pas une bonne chose, même nos tests l'interdisent formellement. Monsieur Raymond, vous qui êtes sociologue, si on enlève le clitoris à la jeune fille, est-ce qu'elle peut encore vivre? Ok, la question n'est pas d'ordre sociologique, étant donné que cela implique le côté médical. Mais selon le constat, si on enlève le clitoris d'une fille, elle peut toujours vivre. Étant donné que nous avons des cas de filles qui ont été victimes de cette pratique, mais qui continuent toujours pas à vivre. Quelles sont les causes généralement avancées dans les familles pour une telle pratique? Ok, merci beaucoup, Monsieur Niquez. Il y a plusieurs causes. La cause, la première, c'est nos cultures. C'est d'ordre traditionnel. Les communautés qui continuent pas à pratiquer cette pratique néfaste se disent c'est notre culture. Et j'aimerais rappeler que ce qu'on entend par culture en sociologie, cela désigne toute forme de pratique, de normes, de langue même, et de tout ce qui identifie un groupe donné. Maintenant, ce qui est culture a été autrefois une loi, et des lois sont définies comme des réponses à des problèmes constatés. Donc peut-être que cette mutilation a été pratiquée autrefois comme une loi en réponse peut-être à la prostitution, à l'infidélité. Et aujourd'hui, on considère ça comme notre culture. C'est la première cause. Juliette, d'autres causes? Oui, également, souvent ces pratiques se font dans nos communautés pour définir chez la jeune femme son passage à l'âge adulte. Donc, on considère que quand elle doit faire la transition entre la petite enfance et l'âge adulte, elle doit forcément être excisée. Également, c'est fait pour contrôler la sexualité féminine, comme le disait monsieur. Autrefois, il y avait des batailles, des guerres, les hommes sont appelés à aller combattre et les femmes restent à la maison auprès de la famille. Et l'on a constaté que l'appétit sexuel faisait qu'elle n'arrivait forcément pas à tenir. Et après le retour du mari, il y a des couples qui se brisent. Donc, on a commencé par instaurer ces pratiques-là à cause de ces petits problèmes dans la société. Mais on est d'accord aujourd'hui que ce n'est pas une bonne chose à perpétrer. Alors, Juliette, prenons l'exemple des parents qui sont persuadés qu'ils agissent dans le meilleur intérêt de leur fille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, pas du tout. En fait, on continue certaines pratiques dans nos communautés sans jamais se poser la question du pourquoi. On est né pour trouver des pratiques
on continue, on les perpétue sans jamais se demander est-ce que cette pratique-là nous avantage en tant que communauté et la dignité humaine. Ce n'est vraiment pas une pratique à encourager dans nos communautés parce qu'elle a des conséquences sanitaires, psychologiques chez la jeune fille et au pire des cas, elle entraîne la mort. Monsieur Raymond, vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord avec cette... Si j'étais d'accord, je n'allais pas venir à cette émission. La culture est appelée à évoluer. Et je rappelle que selon la définition sociologique, la culture n'est pas innée. Donc, cette loi qui répondait à un problème dans le temps, aujourd'hui, elle ne répond pas forcément. Dans le temps, il n'y avait pas la médecine qui est vraiment développée. Il n'y avait pas des moyens de contraception. Il n'y avait pas de moyens de sensibilisation plus rapprochés qu'à aujourd'hui. Il n'y avait pas de brassage culturel pour impacter sur nos façons de faire dans nos cultures. Mais aujourd'hui, avec ces avantages, je ne suis pas sûr qu'on doit continuer par perpétrer cette forme de pratique et encore qui porte atteinte aux droits des enfants, notamment le droit à la santé. Il avance des fois qu'une fille excisée est une fille sauvée. Je me demande sauvée de quoi? J'espère qu'à partir de ce concept, on peut sensibiliser fortement. Sauver, ça veut dire que peut-être d'une part, certains sont conscients des conséquences désastreuses de cette pratique. Sauver de la honte sociale. Madame Juliette? Alors, on estime qu'une fille qui a subi l'excision est une fille sauvée, n'est-ce pas? Oui. Donc, je pense que c'est complètement une fausse idée reçue. Une fille qui a subi l'excision n'est pas une fille sauvée. Au contraire, c'est conçu par ces praticiens-là comme elle ne pourra plus faire du vagabondage, son appétit sexuel est diminué, elle sera une femme fidèle. C'est le pourquoi on le prête le nom de sauvée. Mais dans la réalité, non, elle n'est pas sauvée. Et sauvée de rien du tout d'ailleurs. Voilà. Il donne aussi des fois comme argument que c'est pour contrôler la sexualité des femmes et des filles. Vous l'avez dit. Au souci du maintien des traditions culturelles et religieuses, vous avez également dit. Et que ces raisons sont encore d'actualité. La santé sexuelle de la femme, malgré les évolutions dans le temps, n'a pas vraiment bougé sur le point de vue culturel. Il y a des choses qui sont considérées toujours comme tabous. Je prends l'exemple des menstruations. Aujourd'hui, dans la tradition africaine, on considère comme les femmes qui sont en menstrue comme des femmes sales, des femmes qui ne doivent pas faire un certain nombre de choses dans leur quotidien. Mais la science l'a prouvé. C'est un passage obligatoire pour chaque femme. C'est aussi grâce à cela qu'on a une progéniture. C'est aussi grâce à cela qu'on arrive à enfanter. Donc, il y a beaucoup de ces pratiques-là qu'on continue chaque jour dans nos communautés et culturellement, ce n'est pas accepté. Ça n'évolue pas vraiment malgré les évolutions de la science. Donc, tout ce qui entoure la santé sexuelle reproductive reste encore à fouiller et à mettre à jour. Je vous retourne la question, Raymond. Est-ce que ces raisons sont encore d'actualité? La raison qui sous-tend la pratique de la mutilation génitale féminine ne doit plus continuer, excusez-moi d'être un peu à l'encontre de ce que vous avez dit, ne doit plus continuer comme ça. Le but pour lequel cela se faisait dans le temps, le but ne demeure plus le même. Si les choses ont évolué. Si nos parents n'avaient pas trouvé d'autres moyens que d'amputer une partie de l'organe reproducteur de la femme pour pallier à ce problème d'infidélité et de la prostitution, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens qu'on peut utiliser pour toujours arriver à cette fin-là. Donc, ces arguments pour faire perdurer dans le temps la mutilation génitale chez la femme doit évoluer. En fait, si vous permettez, M. Niquez, très rapidement, je ne suis pas aussi dans le sens contraire. Je disais juste que tout ce qui entoure la santé sexuelle reproductive de la fille n'a pas vraiment évolué dans nos contextes. Donc, je ne soutiens pas du tout l'excision ni ces pratiques-là. Merci. Voilà, la situation s'aggrave et s'empire. Alors, quelles sont les conséquences de tels actes sur la santé de la fille? Alors, le premier qu'on peut dégager très rapidement, c'est la mort. Il y a des filles, suite à l'hémorragie qui vient de ces pratiques-là, elles meurent sur le coup. Donc, il y a également des conditions qui entourent la pratique elle-même. Il y a des saignements, des douleurs intenses, des matériaux utilisés ne sont pas médicalisés. On peut prendre les IST. Déjà, à son petit âge, là, la fille là, peut prendre les IST. Il y a des difficultés urinaires à l'âge adulte qu'elle peut rencontrer. Également, il y a des déchirures lors des accouchements. Il y a une étude même qui l'a prouvé. Les femmes qui ont eu à subir les excisions ont plus de difficultés lors de leur accouchement quand elles sont en travail. Également, il y a le fait que les filles qui ont été excisées dans l'âge adulte perdent toute notion de sensation. Donc, elles n'ont plus de plaisir et
tout ça a impact sur la vie de cette femme-là qui sera frustrée dans sa communauté. D'autres conséquences, M. Raymond Adedino? Ok, merci beaucoup. Il y a aussi les conséquences psychologiques. Je pense que durant ces pratiques, il n'y a pas de, l'anesthésie qui est utilisée. Donc, une personne consciente, bien portante, qu'on fait asseoir et amputer une partie de son organe, j'imagine la douleur. Et ce degré de douleur fait que cela agit psychologiquement sur la dame dans le futur. Elle sera traumatisée à chaque fois qu'elle entend parler de cette forme de pratique. Il y a également la marginalisation. Sur le plan social, ces gens de filles sont indexés, sont classés. Les moukouris, voilà, les moukouris. Par exemple, aujourd'hui où cette pratique n'est plus vraiment répandue comme ça dans toutes les communautés, quand on apprend que tu as été victime de l'excision, on sait, entre guillemets, que tu es potentielle personne avec les gestes, qui n'arrive pas à retenir les urines, ou bien qui peut-être a des complications lors des accouchements. Par exemple, la fistule obstétricale. Voilà, exactement. Alors, vous l'avez dit, cette pratique est punie au Togo. Oui. Rappelez-nous encore les dispositions de la loi. Alors, la loi n'a vraiment pas hésité à mettre des dispositions très claires, que ce soit dans le code pénal, que ce soit dans le code de l'enfant. Il y a des dispositions qui punissent. Le code pénal est encore plus sévère là-dessus, mais je vais citer l'article du code de l'enfant, puisqu'on parle précisément de l'enfant. Ouais. En son article 362, je cite, « Toute personne qui sera rendue coupable de violence volontaire au sens de l'article précédent sera punie de 2 ans à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs ou de l'une de ces 2 peines. » Et la situation la plus aggravante, c'est que la peine sera portée au double en cas de récidive. Donc, ça veut dire que ces dames dans nos communautés qui sont reconnues comme exciseuses, cette peine-là sera portée au double quand elles seront face à la loi. Malgré cette loi, cette pratique existe toujours. Oui. Comment faire pour décourager les exciseuses et les persuader à déposer les couteaux? Ok, j'espère que pour décourager ces pratiquants, je sais comment j'ai cherché un mot pour qualifier ça parce que c'est animal et c'est vraiment... C'est de la violence qu'on exerce sur les filles. Voilà. Et il y a d'abord la sensibilisation que nous devons continuer. Et en sensibilisant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons présenter les cas pratiques de celles qui ont été victimes de cette pratique et les conséquences qu'elles subissent aujourd'hui. Donner des exemples concrets. Et ensuite, sensibiliser les parents. Est-ce qu'il y a un parent qui voudrait faire du mal à sa fille? Eux, ils pensaient faire du bien à leur fille. Mais dans les faits, après les excisions, ce que les jeunes filles subissent dans leur foyer, ça ne donne pas du plaisir à un parent de l'entendre que sa fille est en train de subir cette fois ou bien est exposée à telle pratique. On doit tenir le phénomène sur l'aspect économique. Les exciseuses qui se sont érigées en médecins pour amputer une partie génitale de la femme doivent être formées avec des activités génératives de revenus. Elles le font avec des revenus qui leur profitent. C'est une activité de subsistance, entre guillemets, pour elles. Donc, pour ça, on doit les orienter en les formant sur les AGR. Là, quand elles seront indépendantes vis-à-vis, sur le plan économique, je pense qu'elles seront un peu réticentes à aller exciser encore. De plus, on doit les expliquer que ce qu'ils pensent être culturel aujourd'hui n'est pas inné. C'est à un mois donné, c'est venu. Et ça c'est appelé à évoluer. C'était une réponse à un problème donné. Quand le problème disparaît, on doit quand même abandonner ces genres de pratiques. Ou soit transformer ça, faire un remaniement pour que cela puisse être adapté à notre époque. Alors, Julie, comment faire pour décourager les exciseuses et les persuader à déposer les couteaux? Monsieur est allé sur beaucoup d'aspects. Il faut faire également les débats intergénérationnel. C'est très important aujourd'hui parce qu'au-delà de parler sur les médias, il faudrait qu'à un moment, on s'assoie pour en parler. Ces femmes-là ne réalisent pas forcément l'impact de l'excision. Des actes qu'elles posent. Voilà, des actes qu'elles posent sur la jeune fille. Il faudrait qu'à un moment donné, ces femmes-là s'asseyent. Celles qui ont été victimes s'asseyent. Et on puisse faire un débat intergénérationnel. Le pourquoi je le conçois comme bonne chose et le pourquoi l'autre partie qui a été excisée. Souvent, ces femmes qui sont exciseuses ont été excisées aussi. Oui. Et elles ont des mentalités qui sont ancrées, comme le disait le monsieur. Les conservatrices. Voilà, les conservatrices, elles sont persuadées que c'est une bonne chose. Et autour de ça, c'est parce qu'elles ont été excisées, qu'elles sont de bonnes mères, c'est parce qu'elles ont été excisées, qu'elles ont un foyer qui tienne. Il y a des préconçus. Donc, il faut également faire des débats intergénérationnels pour permettre à chaque côté de dire ce qu'il pense vraiment et une fois pour de bon, éradiquer cette pratique-là.